Qu'il s'agisse d'animaux hors normes de par leur taille, ou qu'ils aient tout simplement échappé au bestiaire des biologistes, notre curiosité reste insatiable à l'idée de découvrir une espèce inconnue. Loin d'avoir exploré notre planète, les exemples d'animaux insolites ne manquent pas, comme ce sélacanthe pêché en décembre 1938 et que l'on croyait disparu depuis 66 millions d'années, ou cette raie manta de plus de 6 mètres pêché au large du New Jersey en août 1933. Si l'on fait un saut dans le temps jusqu'à l'ère préhistorique, le bestiaire des animaux hors normes s'élargit avec ce titanoboa pouvant engloutir un crocodile pour son petit déjeuner, ou ce méganeura de 70 cm. Des espèces qui nous plongent dans un univers étrange et fascinant, qui ne demande qu'à faire vibrer notre imagination. Et qu'adviendrait-il de cette galerie d'animaux fantastiques dans la tête d'un écrivain prolifique en quête d'un nouveau genre littéraire ? Si le XIXe siècle est marqué par le sceau des grands savants naturalistes, le début du XXe siècle sera celui des grands explorateurs, partis à la découverte de vastes régions inexplorées en Amérique du Sud. Le 27 décembre 1831, le jeune naturaliste Charles Darwin, alors âgé de 22 ans, embarque à bord du Beagle. Le navire quitte Plymouth. Après avoir étudié les côtes d'Amérique du Sud et découvert des fossiles géants en Argentine, Darwin naviguera vers la Nouvelle-Zélande. Un long voyage qui lui fera regagner les côtes de la Cornouaille anglaise 5 ans plus tard, le 2 octobre 1836. En 1842, le paléontologue Richard Owen va proposer le terme dinosauria, un assemblage des deux mots grecs, deinos pour terrible, magnifique, et sauros pour lézard, reptile. Une autre date de la paléontologie victorienne sera marquée par la grande exposition de 1851 du Crystal Palace. Cette exposition a été conçue pour être la vitrine de l'Empire britannique en matière de technologie, d'industrie, de science et démontrer son avance dans le milieu artistique. Un ensemble d'inventions et d'artefacts culturels d'un empire où le soleil ne se couchait jamais. Les jardins entourant l'énorme édifice se transformèrent en parc d'attractions préhistoriques, parsemés de dinosaures et autres créatures supposées montrer l'Angleterre avant le grand déluge. Ces sculptures étaient l'œuvre de Benjamin Waterhouse Hawkins, travaillant sous la supervision de Sir Richard Owen. Le 31 décembre 1853 sera organisé un dîner, où prirent place biologistes et géologistes à l'intérieur d'un modèle d'iguanodon. Les archéologues Frederick Catherwood et John Lloyd Stephens tracent leur chemin dans la jungle d'Amérique centrale. Quant aux naturalistes Henry Walter Bates et Alfred Russel Wallace, ils s'enfoncent toujours plus profondément dans la jungle amazonienne, en remontant le Rio Negro dès 1848 à la recherche de nouvelles espèces d'insectes. Le début du XXe siècle inaugure l'âge d'or de la paléontologie édouardienne, un contexte historique où se mêlent la découverte de nombreux fossiles et l'exploration de régions inaccessibles en Amérique du Sud. À cette époque, les dinosaures fascinent l'esprit humain. Des squelettes géants vont bientôt orner les galeries des musées. À Londres, le Natural History Museum, à Paris, le Muséum de la paléontologie du Jardin des Plantes, aux États-Unis, le Yale Peabody Museum et l'American Museum of Natural History de New York. En 1930, c'est au tour de la compagnie pétrolière Sinclair Oil Corporation d'adopter un brontosaure vert en mascotte. Cette société sponsorisera l'exposition du Chicago World's Fair de 1933, où la réplique animée d'un brontosaure de 2 tonnes fit le bonheur des visiteurs. Sinclair Corporation sponsorisera une nouvelle exposition durant la New York World's Fair de 1964 avec un Dinoland, incluant des répliques grandeur nature de 9 espèces différentes. Mais qu'en est-il de Conan Doyle ?
Eh bien, lui aussi va succomber à cet attrait pour ses nouveaux explorateurs et ses découvertes en paléontologie. Dans une lettre envoyée à sa mère en novembre 1889, Doyle écrit « Je pense à m'essayer à un livre dans le style de ceux de Rider Haggard. L'œil de l'Inca sera destiné à tous les sales gamins de l'Empire, en sympathie avec eux. Je pense pouvoir écrire un bouquin de ce genre avec amour. » Henry Rider Haggard est un auteur anglais qui a déjà publié de nombreux romans d'aventure, mais dont les écrits n'éviteront pas les stéréotypes de la politique coloniale de l'Empire britannique. Parmi ses œuvres les plus connues, on peut citer Les Mines du roi Salomon, publié en 1885, et souvent considéré comme le pionnier des romans appartenant au genre Le Monde perdu, et She, une histoire d'aventure, publiée en 1886. Pour Conan Doyle, il est temps de quitter le monde du roman policier et celui du roman historique, pour se plonger dans le roman d'imagination scientifique, à l'instar de son ami Herbert George Wells. Et à cette époque, dans les prémices de la Première Guerre mondiale, il existait un genre littéraire mineur appelé Boys' Book, écrit spécifiquement pour les jeunes lecteurs. Roman qui mettait en avant courage et franchise. Si vous pensiez Sherlock Holmes être l'unique héros des œuvres de Conan Doyle, vous faites erreur. Après son célèbre détective consultant, l'auteur va imaginer l'excentrique professeur George Edward Challenger, qui deviendra à son tour le personnage central de 5 romans. 1909. L'écrivain s'installe à Crowborough, dans sa maison de Windlesham, dans le Sussex. Lors de ses balades, il remarque des empreintes fossiles dans une carrière toute proche. Il signalera la formation au British Museum, qui enverra un spécialiste sur place en la personne d'Arthur Smith Woodward. Il les identifiera comme étant celles d'un iguanodon. Doyle réalisera des moulages d'empreintes dont une sera conservée sur son bureau. D'ailleurs, un des modèles servira pour la couverture d'une nouvelle publication du Monde perdu en 1914. Bien avant le début de Conan Doyle dans le domaine de la science-fiction, ce genre littéraire est déjà maîtrisé par des auteurs comme Jules Verne, avec Voyage au centre de la Terre, publié en 1864, et Herbert George Wells, avec La machine à explorer le temps en 1895, ou Le premier homme dans la Lune en 1901. Œuvre qui dépasse largement les frontières du genre à l'époque. Et même si Conan Doyle voulait s'essayer à un nouveau genre littéraire, il n'en oubliait pas l'attrait qu'il portait au roman historique. Le monde de la préhistoire exerçait sur l'auteur une véritable fascination. Lors de la préparation de son roman, Conan Doyle va faire la connaissance de Sir Edwin Ray Lancaster, au cours d'une réunion à la Royal Society, dont Doyle était également membre. Entre 1898 et 1907, le zoologiste britannique Edwin Ray Lancaster est nommé directeur du Muséum d'histoire naturelle de Londres. Ce professeur, à l'université d'Édimbourg et d'Oxford, est un ardent défenseur de la théorie de l'évolution de Darwin. En 1905, il rédigera Extinct Animals, Animaux disparus, ouvrage qui jouera un rôle important dans l'écriture du roman de Doyle et dans les illustrations du livre. Lancaster se montra très heureux de servir de conseiller technique à Doyle concernant les questions de paléontologie. D'ailleurs, le personnage de Challenger ne manquera pas de faire référence au paléontologue en sortant un livre de sa bibliothèque pour le montrer au reporter Malone. Ceci est une excellente monographie de mon talentueux ami Ray Lancaster. Peu à peu, l'histoire de Doyle prend forme. Suivant son habitude, il peaufine son récit en incluant des éléments qui, eux, sont bien réels. Notamment en utilisant un décor digne d'un roman d'aventure hors norme. En 1906, la Société géographique royale de Londres va confier au colonel Percy Harrison Fawcett une mission de cartographie, établir les frontières entre la Bolivie et le Brésil. Jusqu'en 1913, il participera à pas moins de 6 expéditions lui permettant d'étudier la flore et la faune. En 1911, il fera état de larges contrées sauvages, peuplées d'animaux et d'insectes inconnus, et de rumeurs parlant de ruines anciennes et de civilisations inconnues.
en 1914, Percy Fawcett fera la découverte d'un manuscrit datant de 1753 dans la bibliothèque de Rio de Janeiro, évoquant une ancienne cité perdue. Malheureusement, il disparaîtra en 1925, durant l'expédition qui devait le mener à la fameuse cité Z. Quant au monde perdu, le récit s'inspira librement des expéditions de Percy Harrison Fawcett. Arthur Conan Doyle était impressionné par l'exploration du plateau Huanchaca en Bolivie, ainsi que de sa description de la province de Caupolicán, une zone dangereuse couverte d'une forêt impénétrable. Quant au lieu géographique, la source la plus fréquemment citée sont les collines Ricardo Franco, dans la région du Mato Grosso au Brésil, explorée par Percy Harrison Fawcett en 1909. Sans oublier le mont Roraima au sud du Venezuela, une région où fleurissent des plateaux isolés disséminés sur des centaines d'hectares. La rencontre entre Doyle et Fawcett s'est effectuée le 13 février 1911 lors d'une séance de lecture du colonel à la Société géographique royale de Londres. Fawcett écrivit dans ses mémoires posthumes « Lorsque j'ai rencontré Conan Doyle à Londres, je lui ai parlé des montagnes et je lui ai montré des photographies. Il a abordé l'idée d'un roman se déroulant dans le centre de l'Amérique du Sud et m'a demandé des informations que je lui ai données et que j'étais content de lui fournir. » Doyle élabore ses personnages avec détail en puisant dans la vie réelle. Il en sera de même pour les 4 protagonistes du monde perdu. Pour donner naissance au professeur Challenger, Doyle se plongea dans ses souvenirs de la faculté de médecine d'Édimbourg pour faire ressurgir l'image d'un de ses professeurs, le physiologiste William Rutherford. Un homme à la barbe foisonnante, à la voix puissante, au torse imposant et aux manières singulières. Si Challenger évoque Rutherford, ce personnage reprend néanmoins certains traits de caractère de Doyle, comme son ton doctoral. Quant au nom de Challenger, il provient très probablement du navire HMS Challenger, utilisé pour l'expédition du naturaliste écossais Sir Charles Wyville Thomson entre 1872 et 1876. Doyle entrera plus tard en contact avec 2 reporters irlandais basés au Congo. Edmund Dean Morel, le fondateur du journal The West African Mail, et l'aventurier Sir Roger Casmond. Doyle les utilisera pour créer 2 autres personnages, Edward Dunmallon et Lord John Roxton. Au sujet du professeur Summerlee, les sources sont beaucoup plus confuses. Doyle a sans doute composé ce personnage à partir de différents scientifiques rencontrés à la faculté de médecine d'Édimbourg. Les personnages féminins ne sont pas absents du roman, même s'ils sont peu développés et qu'ils ne participent pas à l'expédition. Le lecteur fera la connaissance de Gladys Hungerton dès le début du roman. La vision d'une femme possédant toutes les qualités et que Malone désire impressionner. Ce personnage n'échappe pas au stéréotype d'une Pénélope dans l'attente du retour héroïque d'un mari engagé dans une odyssée moderne. Pour parfaire le personnage de Challenger, Doyle va endosser le costume du professeur. Grimé d'une longue barbe, il va déambuler dans Londres tantôt en cab, tantôt à pied. Doyle appréciait tellement Challenger qu'il n'hésita pas à se faire photographier au sein d'un groupe d'explorateurs. Images qui seront intégrées dans l'édition anglaise du roman. C'est un costumier travaillant pour le théâtre et l'opéra, Clarkson, qui opéra la transformation de Doyle en Challenger. Pour Doyle, il s'agissait d'offrir des illustrations pour le moins originales. L'auteur possède maintenant tous les éléments pour finaliser son roman. Il se mettra à la tâche en octobre 1911 et, comme à son habitude, l'histoire en tête, le manuscrit sera terminé dès Noël. Dès les premières pages du roman, nous faisons connaissance avec un professeur Challenger autoritaire et excentrique. De retour d'une expédition en Amazonie, il prétend être arrivé aux confins d'un monde perdu dans lequel évolueraient des animaux préhistoriques. Devant l'incrédulité de ses confrères, Challenger organise une nouvelle expédition, dans laquelle prendra part son plus ardent détracteur, le professeur Summerlee, l'explorateur Lord John Roxton
et le jeune journaliste Malone, narrateur fictif de l'aventure. Après plusieurs jours de marche dans les profondeurs du continent sud-américain, les 4 hommes arrivent en vue du monde perdu. Un haut plateau en forme de table, isolé du monde par un vertigineux précipice, et qui fait dire à Malone « En vérité, nous sommes aussi loin de toute aide humaine que si nous étions sur la Lune. » Désormais, les voilà isolés comme des Robinson Crusoe. Mais la ressemblance avec le roman de Defoe ne se limite pas à cette simple comparaison. Car à l'instar du personnage de Robinson, ce territoire abrite non pas des cannibales, mais des hommes singes, représentant du fameux chaînon manquant. Les 4 explorateurs deviendront par la suite les alliés et protecteurs d'une tribu d'Indiens primitifs qui les considéreront comme des idoles. Grâce à cette supériorité numérique, s'ensuivra une bataille rangée avec les hommes singes qui seront éliminés du monde perdu. Si le professeur Challenger représente un génie au comportement grossier voire impossible, l'autre force de ce récit ainsi que la fascination qu'il exerce sur le lecteur proviennent des descriptions de Doyle sur la flore et la faune, y compris les paysages. Des détails qui viendront à bout de la crédulité du plus sceptique des lecteurs. Après une première partie qui se consacre à l'organisation et au départ de l'expédition, Doyle va alterner les styles. D'une part, il nous fait partager dans une longue description la progression des explorateurs dans la forêt amazonienne, une traversée qui marque la rupture entre monde réel et monde imaginaire. D'autre part, il nous livre une vision cauchemardesque, lorsque le personnage de Malone va s'aventurer au clair de lune sur le plateau isolé, entre le marais aux plérodactyles et la clairière aux iguanodons. Tout cela au milieu d'un décor volcanique qui n'est pas sans évoquer celui de Jules Verne avec Voyage au centre de la Terre. Lorsque le roman fut publié en avril 1912 dans le Strand Magazine, les différents chapitres parurent sous forme de feuilletons. Les illustrations furent confiées à Harry Rountree, dont l'un des chefs-d'œuvre s'avère être les 90 planches couleurs de l'édition de 1908 du roman de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. Dans le livre, The Annotated Lost World, publié en 1996 par Wessex Press, Roy Pillot et Alvin Rodin ont ressuscité les illustrations d'Harry Rountree pour la postérité. Concernant la version américaine du roman, la tâche fut confiée à Joseph Clement Cole pour le Philadelphia Press Sunday Magazine et publié entre mars et juillet 1912. Le Monde perdu reçut dès sa sortie un accueil très favorable de la presse, et notamment du New York Times. Ce roman demeure le plus connu. Le professeur Challenger fit son comeback l'année suivante dans une nouvelle aventure, The Poison Belt. Cette aventure fut suivie en 1924 par The Land of Mist, puis en 1927 par The Disintegration Machine. Et When the World Streamed conclut en 1928 cette série de 5 romans. Il faut ajouter que Doyle retourna dans le monde perdu en 1927, mais sans le professeur Challenger. Si Conan Doyle est considéré comme le premier auteur à utiliser le concept d'une terre isolée abritant une faune et une flore disparues depuis longtemps, cette œuvre va indéniablement influencer bon nombre d'auteurs de science-fiction. On peut citer Edgar Rice Burroughs, qui publia en 1918 The Land That Time Forgot, ainsi que Vladimir Obrouchev avec Plutonia en 1915 et Sannikov Land en 1924, roman dont le jeu vidéo Siberia 2 s'inspira librement en 2004. Dans les auteurs contemporains, impossible de faire l'impasse sur le Jurassic Park écrit par Michael Crichton en 1991 et son adaptation cinématographique. Mais tout cela n'est que le prémisse d'un phénomène qui dépasse la littérature. Car le monde perdu va bouleverser aussi celui du cinéma, même s'il fallut attendre 13 ans avant de voir évoluer le professeur Challenger sur un écran. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de cette affaire pour voir comment le monde perdu va à son tour révolutionner le domaine des effets spéciaux. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu et à laisser un commentaire. N'hésitez pas à poser des questions. Et vous pouvez également me suivre sur Facebook et Twitter. Et sur ce, je vous dis à bientôt
pour la deuxième partie de cette vidéo.